pour faire sortir ses yeux le plus loin possible de leurs orbites. Si, vous avez bien entendu. Faire sortir ses yeux, carrément. Ouais. L'homme capable de ça, c'est Williams Martín Sánchez López. Il est uruguayen. Il a cette capacité assez unique, on va dire, de protrusion, c'est le terme technique. Et la mesure est juste dingue. 19 mm. 19 mm, presque 2 cm. C'est énorme, et il faut visualiser ça. C'est quoi l'épaisseur de 2 pièces d'1 centime? C'est à peu près ça, ouais. Et apparemment, il a découvert ça tout gamin, entre 8 et 9 ans, en faisant des grimaces à l'école. Ah, j'imagine la tête des instis. C'est sidérant comme truc. Ça montre bien qu'on est loin de connaître toutes les limites ou les bizarreries du corps humain. Complètement. On croit le connaître, mais il nous surprend toujours. Et dans un autre registre, très visuel aussi, les ongles les plus longs jamais mesurés sur une paire de mains. Ah, ça c'est un classique du Guinness, non? Oui, mais les chiffres restent vertigineux. Leur corps appartient à Diana Armstrong, une Américaine du Minnesota. Accrochez-vous, longueur totale cumulée, 42 pieds et 10,4 pouces. Ça fait environ 13 mètres. 13 mètres? Non mais attends, 13 mètres d'ongles sur les 2 mains, on peine à imaginer la vie quotidienne en fait. C'est clair. Chaque geste doit être une mission. C'est plus qu'un record, là, c'est un mode de vie complètement chamboulé. Comment elle s'habille? Comment elle mange? Ça dépasse l'entendement pratique? Oui, ça dépasse notre imagination, c'est sûr. Et parfois, ces extrêmes sont liés à des conditions médicales assez rares, comme pour la peau la plus extensive. Exactement. Ce record-là, c'est Gary Turner qui le détient, un Britannique. Il peut étirer la peau de son ventre sur 15,8 cm. 15 cm et demi. Ouais. Et là, ce n'est pas un talent au sens propre, c'est un symptôme du syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est une maladie génétique qui touche les tissus conjonctifs. En gros, le collagène qui donne l'élasticité et la structure à la peau, aux articulations, etc. est défectueux. Donc sa peau est hyper élastique, mais aussi très fragile. D'accord. L'explication médicale change un peu la perspective, mais ça reste tout aussi impressionnant d'une autre manière. Tout à fait. Et il y a des conditions encore plus rares qui mènent à des records. Celui du visage le plus poilu, par exemple. Il est détenu par Lalit Patidar, un adolescent indien. Plus de 95% de son visage est couvert de poils. Ils ont même mesuré la densité, 201,72 poils par centimètre carré. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'hypertrichose, le syndrome du loup-garou. C'est ça. Hypertrichose congénitale généralisée, c'est extrêmement rare. On parle d'une 50aine de cas documentés depuis le Moyen-Âge. Incroyable. Mais ce qui est vraiment touchant, c'est son attitude. Il est cité dans le livre, il dit « J'aime comment je suis et je ne veux pas changer mon apparence. Quelle force, non ?» Ah oui, sacré message. Et c'est intéressant, parce que tous ces exemples, les yeux, les ongles, la peau, les poils, ça soulève une question, je trouve. On est fasciné, c'est sûr, mais où on place le curseur entre l'admiration pour la diversité humaine, la résilience face à une condition médicale, comme pour Lalit ou Gary, et une espèce de curiosité qui pourrait virer à la spectacularisation de la normale de la maladie, quoi. C'est une ligne fine, c'est vrai. On célèbre l'extraordinaire, mais il faut faire gaffe à pas transformer les gens en bêtes de foire. D'ailleurs, le Guinness lui-même a retiré des catégories au fil du temps, non? Pour des raisons éthiques ou de sécurité? Tout à fait. Ils ont arrêté les records des animaux les plus lourds, par exemple, parce que ça encourageait le gavage. Pareil pour certains records de gloutonnerie jugés trop dangereux ou ceux liés au manque de sommeil extrême. Ça montre qu'il y a une prise de conscience, que tous les extrêmes ne sont pas forcément bons à célébrer ou à encourager. Ces records corporels, ils nous interrogent sur ce qu'on choisit de mettre en avant comme exploit, en fait. C'est une bonne réflexion. Bon, après ces exemples où le corps est un peu l'instrument passif du record, on va dire, passons à des exploits qui relèvent vraiment de la volonté, de l'entraînement, de compétences mentales ou physiques, de folie. Et là, accrochez-vous, ça devient bluffant. J'attends de voir. Le calcul mental. Tu te crois rapide? Attends de découvrir Aryan Shukla, un Indien de 14 ans. Son surnom, Human Calculator Kid. Ah oui, ça annonce la couleur. Et comment? Le gamin détient 6 records mondiaux. Par exemple, il additionne de tête 100 nombres à 4 chiffres en 30,9 secondes. 30 secondes pour 100 nombres à 4 chiffres. C'est inhumain. C'est hallucinant. Ou encore, multiplier mentalement 10 paires de nombres à 8 chiffres. Il fait la série en 2 minutes et 35 secondes.
La vitesse de traitement de l'info est juste ahurissante. Ça demande une concentration, des techniques mentales, on sait comment il fait? Apparemment, beaucoup de visualisation, une sorte de boulier mental hyper rapide, et surtout, L'entraînement? bingo, il passe 5 à 6 heures par jour à entraîner son cerveau. Il le dit lui-même, la pratique quotidienne est essentielle. Pas de secret magique, juste du boulot, du boulot, du boulot. Et de boulot à Charleille, on est aussi question dans un tout autre domaine. L'endurance physique pure. Le record du plus grand nombre de tractions en 24 heures. C'est Truett Haynes, un Américain. Le chiffre, tiens-toi bien, 10 001 tractions. 10 000 et une. Ce petit plus 1 là, ça en dit non sur le mental, non? Il aurait pu s'arrêter à 10 000, le chiffre rond symbolique, mais non, 10 001. Exactement. C'est le détail qui tue. Sa philosophie d'ailleurs est assez parlante. Il dit « Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je n'abandonne pas. Le travail n'est pas terminé quand on est fatigué, il est terminé quand on a fini. » Waouh! C'est la définition même de repousser ses limites, jusqu'au bout du bout. T'imagines l'état physique et mental après 24 heures comme ça? J'ose même pas imaginer. Et ce type d'exploit, même s'il est individuel, peut avoir un écho collectif. Une critique du livre GWR 2025 soulignait ça pour le Pakistan. Certains records deviennent une source de fierté nationale. On y cite un certain Mohamed Rachid. Oui, Qu'est-ce qu'il a fait? mais il a cassé 43 noix de coco vertes. Avec sa tête. En 1 minute. Avec la tête. Non mais il faut avoir le crâne solide et sûrement une bonne mutuelle. On peut supposer, ou un autre, Noman Meksoud, qui a enchaîné 32 keep-ups. Tu sais, ces relevés acrobatiques où tu passes d'allongé à debout sans les mains? Ah oui, je vois. Ben lui, 32 en 30 secondes. Et là-bas, ces performances, même si ça nous paraît un peu farfelu, c'est vu comme une preuve de résilience, de talent, une inspiration pour les jeunes. Casser des noix de coco avec le crâne. C'est sûr que ça force une forme de respect pour l'engagement total, même si on a du mal à visualiser l'intérêt pratique immédiat. C'est clair. Et cette quête de dépassement, cette envie de laisser une trace, on la retrouve aussi ailleurs, dans les collections, les créations un peu folles. Là, la performance est différente, mais ça témoigne d'une passion, parfois dévorante, qui mène à des records pour le moins originaux. Ah, les collections. Parlons des Squishmallows. Tu connais? Ces peluches toutes douces, hyper à la mode? Oui, on en voit partout. Eh bien, la plus grande collection du monde appartient à Sabrina Daousman, une Américaine de 27 ans. Elle en a 1523. Et elle continue. 1500 peluches. Mais où est-ce qu'elle les met? Bonne question. Sa passion a démarré en 2018 avec un renard rose de Saint-Valentin. Son préféré, c'est un chien, Sam, qui lui rappelle son chien d'enfance. C'est mignon, non? Son rêve, ce serait de créer son propre Squishmallow. Elle dit juste « c'était fait pour que je les collectionne ». C'est touchant. Et c'est intéressant aussi ce type de collection, surtout sur des objets très tendances comme ça. C'est un reflet de notre époque, non? Amplifié par les réseaux sociaux où tout le monde montre ses trouvailles. Ça devient une performance en soi presque. Exactement. Et dans un style très différent, mais tout aussi passionné, les créations motorisées, excentriques. Ah! Alors là, on part en Inde, à Hyderabad. Il y a le musée Sudhakars, fondé par Sudhakar Kanyaboina, 68 ans. Il détient le record de la plus grande collection de véhicules loufoques. 57 engins, tous fonctionnels, mais avec des formes improbables. Genre? Une voiture hamburger, une voiture ballon de basket, une voiture talon aiguille et même une voiture toilette. Une voiture toilette? Non mais attends, elle roule vraiment? Est-ce qu'il y a une chasse d'eau qui marche quand tu klaxonnes, faut savoir? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ce musée attire plus de 1000 visiteurs par jour. Pour le créateur, c'était un rêve d'enfant de transformer des objets du quotidien en voiture. Il vise la centaine. Obtenir le record, pour lui, c'était, je cite, « un moment d'immense fierté et de joie, une validation profonde ». Et parfois, l'idée folle vient carrément d'un enfant. C'est l'histoire de la plus grande brosse à dents électrique, fonctionnelle. Une brosse à dents géante? Oui, plus de 2 mètres de long, 2,08 mètres exactement, créée par Ruth Amos et Sean Brown, 2 ingénieurs britanniques qui ont une chaîne YouTube Kids Invent Stuff. Et l'idée vient d'un gamin? Exactement, un fan de 11 ans, George, qui avait imaginé un outil de jardinage géant. Eux, ils ont relevé le défi en 5 jours. Et le plus drôle, c'est qu'elle marche essaye.
Ils l'ont utilisé pour nettoyer des dalles de jardin et même pour tailler des petites branches. L'invention improbable qui trouve une pseudo-utilité. C'est là toute la question avec ses records de collection ou de création. La brosse à dents, bon, ils lui ont trouvé une fonction détournée, c'est marrant. Mais les 1500 Squishmallows, la voiture toilette, c'est quoi le sens profond? Juste la célébration d'une passion individuelle poussée à l'extrême? Une forme d'art brut? Le besoin de se distinguer à tout prix? Ou juste l'envie d'être dans le livre des records? Peu importe comment. C'est vrai que ça interroge. Où s'arrête la passion admirable et où commence l'accumulation un peu vaine ou l'excentricité est pure? Ça rappelle un peu ces records que GWR a fini par abandonner, non? Se juger inutile ou relevant du gaspillage. Oui, comme la plus grande bataille de tarte à la crème ou la plus grande pyramide de pièces de monnaie qu'on démonte juste après. La frontière est parfois mince entre l'exploit mémorable et l'anecdote un peu futile. C'est toute l'ambiguïté fascinante de cet univers. Exactement. Mais attends, on a beaucoup parlé des humains, mais attention, ils n'ont pas le monopole des records, hein. Il faut absolument qu'on parle des animaux stars qui sont aussi dans cette édition 2025. Prépare-toi à un déluge de « oh » et de « trop mignon ». Ah, les animaux, toujours un succès. Alors, direction le Royaume-Uni avec Bonnie et Simba. C'est un duo de chiens entraînés par leur maîtresse, Olga Jones. Et ces deux-là, ce sont de vraies machines à records. Ils en détiennent 4. 4 records pour 2 chiens. Hein. Ouais. Alors, attention, hein, le record du temps le plus rapide pour 10 sauts saute-mouton latéraux entre eux, 16,78 secondes. Le plus grand nombre de bouteilles plastiques mises au recyclage par un chien en 1 minute, 16 pour Bonnie. Le plus grand nombre de pièces mises dans une tirelire par un chien en 1 minute, 13 pour Simba. Et le plus grand nombre de vêtements étendus sur une corde à linge par un chien en 1 minute, 17 pour Bonnie. Non mais c'est incroyable, ça demande un dressage, une complicité. C'est plus des tours là, c'est de la chorégraphie, une communication hyper poussée entre les chiens et la maîtresse. Apparemment, Olga Jones dit qu'ils sont comme frères et sœurs, très compétitifs mais inséparables. Bonnie serait la princesse, Simba le joueur infatigable, et chacun connaîtrait entre 200 et 250 tours différents. 250 tours, c'est énorme. Pour eux c'est un jeu j'imagine. Oui, elle dit que c'est leur façon d'interagir, de communiquer. C'est assez bluffant de voir ce que les animaux peuvent apprendre. Et toujours chez les animaux, les records de taille, ça marche toujours bien. Le livre 2025 met en scène la rencontre entre le chien vivant le plus grand, Reginald, un grand danois d'1,07 m au garrot, Un géant. et la chienne vivante, la plus petite Pearl, un chihuahua qui fait 9,14 cm de haut. 9 cm, presque 10 fois plus petit. La différence de taille, c'est 91,56 cm. Le Guinness précise que c'est la hauteur d'une guitare. Ah oui, l'image est parlante. La photo de leur rencontre doit être collector. Apparemment, ils se sont bien entendus, malgré la différence. Oui, GWR met en avant le message que leurs différences les rendent uniques et n'empêchent pas l'amitié. C'est une belle image. Un peu anthropomorphique peut-être, mais sympa. C'est ça. Et pour finir avec les géants du règne animal, on a King Kong. Mais non, pas le gorille de cinéma. Ah, j'allais dire. Non, un buffle d'eau thaïlandais. C'est le plus grand buffle d'eau vivant enregistré, 1,85 m au garrot. Ah oui, quand même. Impressionnant. Mais apparemment, c'est un gros nounours qui adore barboter dans son étang et réclamer des bananes. Comme quoi, la taille... Ne fait pas tout, c'est clair. Ces animaux stars, ces records humains parfois bizarres, ces collections folles, tout ça nous ramène forcément à l'institution GWR elle-même. 70 ans d'existence n'est pas rien. Comment on explique une telle longévité d'ailleurs ? C'est une bonne question. Comment c'est né ce truc un peu fou de compiler tous les records du monde ? L'histoire est assez connue, mais elle est toujours drôle. Tout commence dans un pub irlandais en 1951. Sir Hugh Beaver, le directeur des brasseries Guinness à l'époque, était en pleine dispute avec des amis. Une dispute de pub classique. Voilà. La question était, quel est l'oiseau de chasse le plus rapide d'Europe, le pluvier doré ou le tétraslyre ? Impossible de vérifier. Ah, le genre de débat sans fin. Exactement. Et Beaver, frustré, a eu l'idée de créer un livre qui donnerait les réponses à ce genre de questions pour régler les paris de comptoir. Il a engagé 2 frères jumeaux, Norris et Ross McWhirters, qui avaient une agence de vérification de faits à Londres. La première édition du Guinness Book of Records sort en 1955. Et carton immédiat, j'imagine. Best-seller instantané.
D'un débat de pub à une franchise mondiale. C'est une sacrée histoire. Incroyable success story. Oui. Aujourd'hui, JWR, c'est une marque planétaire, présente dans 100 pays, traduite en 40 langues, avec une base de données de plus de 53 000 records actifs. Mais le modèle économique, lui, a beaucoup changé. Ah oui? Bah oui, avec la chute des ventes de livres papier, à cause d'Internet surtout, JWR s'est beaucoup tourné vers les... C'est-à-dire? Concrètement, des entreprises, des célébrités, parfois même des organismes d'État peuvent payer GWR pour avoir une assistance personnalisée, des conseils pour organiser un événement record et surtout une homologation officielle et rapide. Souvent dans un but de pub ou de communication évidemment. Ah ouais, donc en gros, on peut acheter son record, c'est un peu ça? Alors GWR se défend de ça, hein. Ils disent que les critères d'homologation sont les mêmes pour tout le monde et qu'on n'achète pas le titre. N'empêche que ce modèle de service payant a attiré des critiques. J'imagine. Oui, le comédien John Oliver, par exemple, dans son émission Last Week Tonight, avait pas mal taclé GWR. Il les accusait de servir, parfois sans le vouloir, à blanchir l'image de certains régimes autoritaires ou d'entreprises controversées via des records grandioses mais un peu vides de sens. Ah ouais? Et des groupes de défense de droits humains ont aussi pointé du doigt des records organisés pour des entités comme la police des Émirats arabes unis ou l'armée égyptienne. C'est un aspect moins reluisant, effectivement. Ça montre la complexité derrière la façade du divertissement pur. Tout à fait. Ça pose la question de la responsabilité d'une telle institution face à l'utilisation de sa marque, de ses records. Mais malgré ces polémiques, l'impact culturel de GWR reste énorme, non? Une source vidéo sur la pop culture le montrait bien. Les records, ça crée du buzz, c'est fait pour être partagé. Ah oui, ça c'est sûr. Ça transforme des anonymes en stars d'un jour, que ce soit pour avoir empilé des dominos ou battu un record sur un jeu vidéo. On l'a vu avec nos exemples, hein, les chiens, la collectionneuse de Squishmallows, ils deviennent des micro-célébrités, quoi. Exactement. Ces exploits deviennent viraux sur TikTok, Instagram, YouTube. Ça inspire des émissions télé et les marques adorent s'associer à l'excitation d'un record pour leur marketing. C'est devenu un ingrédient du paysage médiatique. C'est vrai. Le label Guinness World Record, ça agit comme une validation d'extraordinaire, immédiatement reconnaissable. Du coup, pour revenir à la question, cette évolution commerciale, est-ce que ça dénature l'esprit de départ? Est-on passé de la simple curiosité pour l'exploit ou la bizarrerie à un outil marketing de plus en plus sophistiqué, voire instrumentalisé? C'est sans doute un mélange complexe des deux aujourd'hui. L'attrait pour l'exploit pur, pour l'insolite, ça coexiste avec une dimension commerciale et stratégique qui est indéniable. GWR navigue un peu sur cette ligne en essayant de garder sa crédibilité tout en faisant tourner la boutique. Notre exploration aujourd'hui nous a offert un sacré panorama. De la capacité folle du corps humain à la force mentale et physique, en passant par la passion dévorante des collectionneurs, l'inventivité des créateurs et les prouesses de nos amis les bêtes. Oui, un sacré voyage. Tout ça à travers le prisme de cette institution culte Guinness World Records, qui fête ses 70 ans. C'est un miroir assez unique quand même des extrêmes que l'humanité et la nature peut atteindre. Et si on essaie de prendre un peu de hauteur pour finir, au-delà du spectacle, du chiffre, de la performance quantifiable, qu'est-ce que tous ces records nous apprennent vraiment sur nous? Sur notre fascination pour le dépassement, notre créativité sans limite parfois, notre rapport à ce qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent de notre société de compétition, de performance, mais aussi de notre ère médiatique, de consommation, de nos stratégies d'image? C'est vrai. Et la question qui reste ouverte, quel sera le prochain record emblématique? Celui qui définira notre époque? Est-ce qu'il sera lié à l'IA, à l'espace, au métaverse, ou à quelque chose qu'on n'imagine même pas encore? L'histoire des records est loin d'être finie, et elle continue de refléter, souvent de façon surprenante, les obsessions et les aspirations de notre temps. Une invitation à rester curieux, en somme. Exactement, curieux face à l'inépuisable inventivité humaine et aux surprises de l'avenir.